Merci Joris. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir ici au nom de toutes les équipes de la Cité de l'Espace et de l'Envol des Pionniers, au nom de Jean-Baptiste Desbois, notre directeur général, et de Jean-Claude Dardelé, notre président, qui nous envoie tous leurs encouragements pour cette journée. Alors ici, on est à l'Envol des Pionniers à Toulouse, un site qui existe depuis un peu plus de 5 ans et qui est un petit bijou retraçant une histoire extraordinaire, une histoire presque des balbutiements de l'aviation, en tout cas à Toulouse. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas si vous l'avez totalement en tête. Lors de la Première Guerre mondiale, on commençait à utiliser l'aviation qui n'était pas encore majeure, puisqu'on ne va pas rentrer dans les débats entre Adair et les frères Wright, mais acceptons que les frères Wright soient les premiers. C'était en 1903, donc l'aviation n'avait pas encore ses 18 ans en 1914 quand la Première Guerre mondiale a éclaté, et l'aviation était utilisée pour faire du repérage et du bombardement. En 1917, un industriel qui travaillait notamment dans le ferroviaire, qui fabriquait également des obus à Toulouse, Pierre-Georges Latécoère, a décidé de répondre à une commande gouvernementale pour fabriquer des avions. Et il a installé son usine ici. Il y a plus de 600 avions qui sont sortis des usines d'assemblage ici. Et puis, quand on est arrivé à la fin de la Première Guerre mondiale, on avait de très nombreux avions, de très nombreux pilotes de guerre, et on ne savait pas forcément ce que l'on pouvait faire après un usage militaire. Et Pierre-Georges Latécoère a eu une intuition avec beaucoup de volontarisme. Il s'est dit qu'on pouvait réutiliser tout ce personnel et tous ces avions pour faire du fret et du fret de courrier. Et il a eu un projet qui semblait totalement irréalisable, qui était de créer une ligne de fret postale de Toulouse jusqu'à l'Amérique du Sud. À une époque où, évidemment, l'aviation avait un faible rayon d'action, volait relativement bas, les capacités d'embord étaient assez faibles, et on n'avait jamais fait ça, en tout cas ici. À l'époque, le courrier mettait 24 jours pour arriver par le train, par les bateaux en Amérique du Sud, et donc il avait la volonté de raccourcir fortement ces délais. C'est toujours bien de se remettre en perspective quand on voit qu'aujourd'hui, le transport des messages par voie électronique est quasiment instantané à l'autre bout du monde. Et donc, il a fallu relever d'innombrables défis technologiques, humains, pour pour arriver à ce résultat de relier l'Amérique du Sud. Alors d'abord, on naviguait à vue. On n'avait évidemment pas, on avait très peu d'instruments de bord. Ils étaient très rudimentaires, donc on naviguait à vue et on ne volait même pas de nuit. Et le premier maillon, le premier obstacle, c'était les Pyrénées. Et le vol inaugural a eu lieu il y a 105 ans et quelques mois, pour Noël. À Noël 1918, c'était le vol Toulouse-Barcelone, qui était un exploit à l'époque, technique, mais aussi politique, parce qu'il fallait avoir des autorisations de vol avec les autres États. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, on peut dire que c'était une gageure que certains États acceptent que des aéronefs étrangers survolent leur territoire. Donc Pierre-Georges Latécoère a pris part à ce premier vol qui était le vol inaugural pour relever le premier défi. Après, petit à petit, maillon par maillon, à force de persévérance, année après année, la ligne s'est allongée. D'abord, il a fallu franchir Gibraltar. Ensuite, il a fallu, quand on est arrivé au Maroc, continuer à descendre vers le sud, vers le Sénégal. Il a fallu franchir le désert, le Sahara, avec les poussières de sable qui enrayaient les moteurs d'avion qui n'étaient pas du tout faits pour ça. Et là encore, il fallait naviguer à vue au-dessus d'un désert. Il n'y a rien qui ressemble plus à une dune qu'une autre dune, donc vous imaginez le défi qu'il a fallu relever. Et puis on arrivait jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Pour aller jusqu'au Brésil, on utilisait au début des bateaux, des navettes rapides, c'est ce qu'on explique ici, des avisos pour le terme technique. On ne savait pas encore survoler l'Atlantique, et donc l'Atlantique a été un nouveau défi à franchir par voie aérienne. Et ça, c'est Mermoz qui, en 1930, a fait la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud en avion, et on reconstitue l'avion de l'époque. Je vois Claude Moreau qui est présent ici, avec des lycées professionnels de la région, on reconstitue un LAT-28, puisque c'était l'avion qui était utilisé, à l'identique, à l'échelle 1, pour l'exposer ici à l'envol des pionniers. Et puis une fois que l'océan était un défi franchi, il fallait aussi franchir la cordillère des Andes, qui était évidemment des montagnes beaucoup plus imposantes et beaucoup plus difficiles à franchir que les Pyrénées. Donc la plupart des pilotes, beaucoup de pilotes étaient mobilisés pour y arriver. On a notamment Guillaumet, le célèbre pilote Guillaumet, qui a eu un accident sévère et qui a marché pendant de longs jours et de longues nuits sans dormir pour survivre, et il a été finalement sauvé. Donc vous voyez, Guillaumet, Mermoz sont des héros de l'aventure aéropostale. Saint-Exupéry aussi, évidemment, qui a été recruté ici dans ces bâtiments.
Et donc voilà, on a réussi à relever ce défi à l'époque pour créer toute cette ligne aéropostale qui porte en elle les germes de ce qu'est Toulouse aujourd'hui et de ce qu'est l'aéronautique à Toulouse aujourd'hui, à triple titre. La ligne aéropostale, elle a malheureusement fait faillite en 1932-1933. Elle a été fusionnée dans Air France avec 4 autres compagnies aériennes. Donc l'aéropostale est une des lignes à l'origine d'Air France. L'Atecoair a continué en parallèle de sa ligne, il a continué à être un avionneur, qui est devenu donc l'équipementier de l'Atecoair qu'on connaît bien aujourd'hui. Et puis Émile de Voitine, qui était l'ingénieur en chef entre 1919 et 1920. Il était ingénieur en chef de la ligne de fabrication d'avions ici. Après, il a volé de ses propres ailes en fondant les établissements de Voitine, qui au fur et à mesure des fusions d'entreprises est devenu Airbus. Donc ce lieu est vraiment l'ADN de ce qu'est l'aéronautique à Toulouse aujourd'hui. Et tout cet aspect historique s'est fait avec un esprit, qui est l'esprit qu'on veut transmettre aujourd'hui, et on l'a en commun avec votre événement, puisque c'est ce qu'on appelle l'esprit pionnier. L'esprit pionnier, c'est quoi? Il tient dans une phrase assez célèbre, quand Pierre-Georges Latécoère a voulu relever ce défi un peu fou de créer cette ligne aérienne en 1918, il a eu cette phrase qu'on connaît bien, qui dit « J'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser ». Et ça, c'est l'esprit pionnier. Ça, c'est l'esprit d'audace qui a animé toutes les équipes ici sur le site de Montaudran et qui vous anime, j'en suis certain, avec toute cette volonté de dépassement de soi pour une œuvre collective, toute cette volonté d'innovation et donc cette audace, tout ce qu'on retrouve, on recoupe autour de ce terme de l'esprit pionnier. Et cet esprit pionnier, vous allez avoir un certain nombre d'intervenants cet après-midi, notamment qui sont mobilisés pour la décarbonation de l'aviation. Et ici, on met en avant justement, on n'est pas qu'un site historique, on est un site totalement tourné vers le passé et vers le futur. On met en avant les entreprises toulousaines qui ont gardé cet esprit pionnier dans la volonté de décarbonation, avec un collectif qui est le collectif des Toulouse Pioneers, et 5 entreprises qui sont mobilisées, l'Atecoair bien sûr en tant qu'équipementier toulousain, de l'air avec ses drones, H3 Dynamics qui est mobilisé sur la motorisation hydrogène électrique, Aura Aero qui fabrique, vous le savez, on les connaît bien maintenant, qui développe une aviation la moins émissive possible avec de l'hybride et de l'électrique, et puis Open Airlines, plein cœur de Toulouse, rue Alsace-Lorraine, qui optimise les trajectoires aériennes pour, de manière très intelligente, optimiser les consommations de carburant. Voilà, donc vous le voyez, ici l'envol des pionniers, c'est un site qui a des racines et des ailes, qui veut développer, continuer à cultiver cet esprit pionnier qui, je n'en doute pas, vous anime. Et cet esprit pionnier, il permet de relever des grands défis, et notamment celui de la décarbonation sur lequel vous êtes mobilisés aujourd'hui. Et cet esprit pionnier, ce défi, on peut le relever grâce à une valeur très importante qui est la persévérance. Donc je vous engage, vous êtes mobilisés aujourd'hui, je vous engage et vous êtes dans vos études aussi, je vous engage vraiment à persévérer parce que vous allez réussir de grandes choses. Je ne doute pas que dans un siècle, quand l'envol des pionniers continuera à exister, ce sera vos noms qui seront exposés dans tous nos espaces. Et je vous dis cela en vous rappelant la phrase de Victor Hugo qui nous dit que la persévérance, c'est le secret de tous les triomphes. Donc je sais que vous allez triompher après le hackathon de ce matin et puis triompher plus longuement dans votre carrière grâce à tout ce que vous allez développer. Voilà, merci beaucoup et bon après-midi à vous.